comment se fait-il que ceux qui veillent au destin de la planète laissent les hommes la détruire par l'agriculture scientifique moderne et par l'emploi de poisons, alors que le devoir est de la cultiver? Voici, comme on disait au tout début, que l'homme est doué d'une volonté libre. Ce n'est pas un automate qui doit lui-même atteindre son propre destin. Ça peut y prendre plusieurs incarnations, mais s'il le fait en suivant les conseils que lui ont donnés les directeurs d'en haut, les amis d'ailleurs, il ira plus vite, il atteindra son but dans une seule existence. Alors normalement, ça lui en prendra plusieurs vies. Mais l'homme étant doué d'une volonté libre, il a le droit de se tromper et d'apprendre par ses erreurs. Mais à travers tous ces bévues qui se fait, il y a toujours quelque chose qui peut dominer. Il n'y a plus de bien dans le monde qu'il y a de mal, en dépit d'opinions contraires. Le bien prédominera toujours, parce qu'il y aura toujours du soleil, malgré les ténèbres de la nuit. C'est quoi le prix des erreurs? Le prix des erreurs, c'est la correction de nos faux jugements. C'est l'éducation. On apprend aussi bien par nos erreurs que par nos choses correctement agencées. L'erreur, c'est apprendre durement. L'épreuve de la vie, c'est d'errer. On dit, le vieux proverbe, c'est une main d'errer, errare humanumès, hein, c'est-à-dire. Mais l'homme apprend par les erreurs. La première erreur, c'était celle de la race adamique, hein, qui ont voulu s'assimiler aux espèces inférieures. C'était une grave erreur, ça, qui commence à peine à en sortir. Mais s'il n'a pas commis cette erreur-là, il sera encore une non-entité, il fera partie de l'homme universel, mais il n'y aura pas d'individu. Alors l'erreur de l'homme lui a fait réaliser son ego véritable, quand il l'a mis en contraste avec l'ego animal. Hein. Donc c'est une erreur et c'est pas une erreur. C'est une erreur de jugement. Une erreur de jugement. Un enfant peut commettre une erreur de jugement, mais quand il l'a commis une fois, ça ne me suit pas, il dit, on m'avait dit que c'était chaud, là je sais, il a commis une erreur. Alors, on apprend. On apprend par nos erreurs. S'il reste une main, d'accord? Oui, oui. Alors le corps sait, comme on dit. Hein? Ouais. Des fois, le corps sait, lui, le corps apprend. Hein? Alors que l'esprit ne veut pas toujours saisir la véracité des choses. Mais si on y fait participer le corps, ben, il apprend. Hein? Alors l'homme, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a brisé son corps. Hein? Il a rompu son organisme. Il a détruit son double système, hein? Androgyne. Alors son erreur, c'était de le réparer. La rectification de son erreur, c'est de le réparer maintenant. Ça, il prend encore quelques générations. Quelques décennies, peut-être quelques siècles. Savoir avec son corps, c'est la véritable connaissance. Oui, parce que l'être-té est à travers tout notre corps. On pense par notre cerveau, d'accord, mais le corps tout entier est un être pensant. C'est un être pensant. Mais si l'erreur des erreurs, c'est l'ignorance. Oui, on peut se faire ça tout à l'heure. Ouais. C'est pas l'ignorance. Le contraire c'est refuser de penser, le contraire de l'illumination, de la science. C'est ça, de la connaissance. La connaissance, précisément, oui. L'ignorance qui engendre la souffrance et pour la 5e race. Oui, mais il faut que ça lâche. C'est un Paul qui nous dit que la race tout entière, la planète tout entière souffre des astres de l'enfantement. Mais l'homme est un être en gestation, encore en gestation, il est à peine né, il est encore dans l'état embryonnaire. Alors il subit ces douleurs de l'enfantement, aussi bien la planète que l'homme lui-même, aussi bien l'embryon que la matrice. Alors ces erreurs-là mènent à une connaissance totale à la fin du plérome. C'est le cordon ombilical qu'on doit couper. Oui, pas trop tôt. Ouais, pas trop tôt. Pas trop tôt. Pas trop tôt, mais on doit couper. Ah oui, oh, forcément, ben oui. Autrement, on n'a pas de vie indépendante, hein. C'est ça? Oui. Le premier cordon ombilical qu'on coupe, c'est lorsque l'enfant sort du ventre de Il y en a un autre aussi qui est pris en arrière de la tête aussi. Ça, c'est pour atteindre la deuxième naissance. On l'appelle le cordon d'or, le fil d'argent. Ceux qui ont suivi la deuxième naissance, ils ont vu que l'extension de ce fil d'argent qui partait du front puis qui allait jusqu'à l'arrière de la tête, dans le corps spirituel, ont vu qu'il va faire une coupure. Hein? Oui. Oui, il y a plusieurs qui ont suivi ça. Les extériorisations trop prolongées, par exemple, alors le fil est devenu trop étiré, alors il est coupé. Dernièrement, on entend parler de Stanisław Wawrinka. J'ai suivi cette chose-là, une extériorisation trop longue. Alors il n'est pas de revenir. Les extériorisations, les extensions de conscience se font par le biais du cordon ombilical, mais du cordon d'argent, du fil d'argent dont nous parle Salomon quand il est ensuite, hein, le fil d'argent. Alors, la deuxième naissance est semblable à la première naissance, seulement le corps est plus subtil. La première naissance est grossière. La deuxième est plus subtile. Mais c'est le même processus, exactement. La préparation de la deuxième naissance
fait encore partie de la souffrance. Oh oui. Mais quelqu'un qui renaît pour la deuxième fois, il n'apprend plus par la souffrance. Son Non, expérience n'est plus c'est souffrance. déjà ce que c'est. Exactement. Oui, en Saint-Paul, par exemple, il donne toutes les positions qu'il veut là, et puis moi, je meurs consciemment, quotidiennement. Hein. Je vais le retrouver tantôt parce qu'il y avait un passage de... Là, je suis distrait un peu. Je voudrais attirer l'attention de Mireille sur ton beau foulard. Ça va aller dans tout le Québec. Mais t'as vu que c'était habillé en violet, en mauve aujourd'hui, tu as vu ça? Ben oui. Hein? C'est une belle concession que t'as fait. Tu peux venir ici, Mireille. La quoi? Non, il faut pas. Il faut pas que ça rentre sa cassette, là. Est-ce que les hommes qui habitent l'intérieur de la Terre ont la même apparence physique que nous? Oui, seulement qu'on les voit comme des œuvres de lumière, tu sais, ils sont lumineux. Et diaphanes, on voit à travers eux. Tu les vois passer à travers le mur, par exemple, comme si le mur était fait en verre dépoli, hein? En verre épais, mais dépoli. Alors tu vois un gros œuvre de lumière, et à travers cette œuvre de lumière-là, tu vois une physionomie quelconque, mais une physionomie lumineuse. Hein? Bon, alors, ce sont des êtres lumineux, des êtres de lumière, ce que l'on est tous, mais à notre insu. Et dès qu'on a dépassé les restrictions d'un corps, on se voit comme un gros œuf de lumière. Hein? Un œuf qui nous dépasse de plusieurs pieds parfois, selon notre degré d'énergie. Alors les gens à l'intérieur de la Terre sont des êtres de lumière. Puis je me répète, nous sommes tous des êtres de lumière, mais nous, notre lumière est emprisonnée dans une carcasse, dans une scaphandre. Les esprits qu'on voit, Oui, ce sont des êtres de lumière. oui, effectivement, oui. Mais ce sont des êtres de quelle lumière? Il y a un qu'une lumière. La lumière militante, la lumière du monde. Mais comment ça se fait qu'on se fait tant charrier par des esprits, par certaines formes d'esprits? C'est parce qu'on n'est pas judicieux. On n'est pas judicieux, on prend tout pour du cash, pour employer ce genre de Shakespeare. Peut-être, non. Non, on n'est pas judicieux. Les esprits nous envahissent, hein. Alors on se laisse envahir par toutes sortes d'entités, plus ou moins bienfaisantes. Alors, on peut appeler ça des esprits, des êtres désincarnés, tu peux les appeler des esprits, mais des véritables êtres de lumière ne sont pas nocifs. Et quand on nous influence, quand ils pénètrent dans notre aura, on sait qu'ils sont bienfaisants, on le sent, ça, intuitivement. Hein? On s'en rehausse, ennoblit et embellit. Alors les esprits se promènent dans un endroit où il y a une influence nauséabonde. Ben, c'est un esprit matérialisé, si tu veux. Mais on n'a qu'à dire ça, ça ne me convient pas, ça me déplaît. C'est contrairement à la nature, on les évite, hein. Alors, les esprits peuvent être judicieux. Même le maître dit, ça fait déterminer la nature des esprits. Hein. Vous les évitez, non pas parce qu'ils sont mal, Non, parce mais qu'ils ne parce que ça conviennent vous pas, ils sont pas intéresse ta pas. nature, ils sont contraires à ta nature. Point c'est tout. Oui, c'est tout, oui. On ne peut pas s'assimiler, c'est s'intégrer à ces êtres-là. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le peuple de l'Agartha? Quelle est son attitude face à nous? La pitié, la miséricorde, la bonté. La bonté. Ce sont des êtres supérieurs qui nous considèrent comme des enfants gâtés, hein, depuis le début de l'expression du plan matériel. Alors, ils attendent que l'on évolue pour, je dirais pas envahir, mais visiter la planète et nous chercher vers leur influence bienfaisante. Il y en a déjà qui le font. Et vers la fin du siècle, comme ça se présage depuis quelque temps, il y en aura une très grande exode. Peut-être plusieurs milliers qui vont apparaître dans le sud de Californie. Ils vont se répartir à travers l'Amérique du Sud, le Nouveau Monde, si tu veux, ou l'Amérique centrale. Et là, on verra qu'il y avait une race qui sous-jacente, qui est supérieure à nous, qui nous a précédés et qui va pouvoir nous être bien utile. Ça va être le grand événement de la fin du siècle, hein? L'invasion de ces êtres supérieurs-là qui vont arriver inopinément comme ça parmi nous, si on les reconnaît pas par leur supériorité naturelle. Le mode de vie politique. De ces gens-là. Politique? Ah, c'est une théocratie. C'est une théocratie. Il n'y a rien qu'une source de gouvernement. C'est le gouvernement solaire. Hein? C'est la vie christique, proprement dit. C'est la vie christique. Alors, il n'y a rien qu'un gouvernement, il n'y a pas d'anarchie dans ça. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de séparatisme, il n'y a rien de ça. C'est la synarchie de Saint-Étienne. La synarchie, c'est le terme exactement qui est consacré. La synarchie. Ça, c'est le gouvernement total par un être suprême qui est l'ambassadeur de Dieu le Père, qui veut, et Christ.
Ça, c'est la synergie. Saint-Hudalbec et bien d'autres avant lui en ont parlé. Dans la synergie, les gens font ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire, oui. Il y a juste toujours pour le bien commun. Pour le bien de la totalité. Exactement, c'est très juste pour le bien commun. Pour le bien commun, oui. Le symbole qu'on connaît plus au-dessus de la terre de la synarchie, c'est le mode de fonctionnement des abeilles. Exactement. Vois-tu, c'est une synarchie, ce principe. Un mode restreint aux insectes, mais c'est une synarchie. Les fourmis exigent le même mode de synarchie également. Alors, quand la race humaine, sans qu'elle soit totalement enrégimentée comme une espèce, parce qu'elle sera toujours individualisée, parce que les égaux, une fois qu'ils sont nés, continuent à se développer. Alors, il y aura une synergie, mais ce sera tous pour un, puis un pour tous. Hein. Comme on a fait comme des bien des cas. Alors là, la synergie, c'est la seule forme de gouvernement qui est viable pour le bien de la race. Ouais. Tous pour le même but. Ouais. Tous pour le même but, mais pas tous au même pied d'égalité. Pas nécessairement. Mais l'égalité, si tu t'élèves assez haut, ça se nivelle aussi. Monte assez haut dans l'atmosphère, que tu vois tous les êtres humains, que ce soit des rois ou des manants, ils sont tous pas plus gros des insectes, des fourmis. L'égalité est sur le plan de mérite, non pas sur le plan de spatialité. Ouais. Pouvez-vous nous parler davantage de la psychographie? Ah, voici, oui. Tout à l'heure, j'en ai parlé à bâton rompu, mais je voudrais être plus précis un peu. Mon intention était de vous faire réaliser que tout ce qui est matériel devait nécessairement être spirituel. C'est-à-dire tout ce qui est grossier, tangible, palpable, il fallait que ça existe d'abord sous forme d'une image mentale quelconque. Et pour illustrer ça, je décrivais un exercice que l'on faisait à Jacksonville, en Floride, il y a peut-être 50 ans, qui consistait à prendre du papier glacé, à dessiner des symboles quelconques. Alors, c'était matériel, ça c'était en noir sur le papier blanc. Et quand on s'était bien imprégné l'iris, le cerveau de cette image-là, contrastée, de blanc et noir, c'est-à-dire une qui réfléchit la lumière, puis l'autre qui empêche de traverser, on se fermait les yeux, et on la voyait se reproduire dans notre cerveau, véritablement. Si maintenant, au lieu de la projeter simplement dans notre champ psychologique, notre champ écran psychique, on la projetait sur un mur, on la voyait sur le mur. On la voyait véritablement sur le mur. Il y en a plusieurs qui ont fait cette expérience-là. Bon, c'est une expérience semblable à de la photographie, mais seulement sur un plan plus subtil un peu. Si maintenant, au lieu de la projeter sur le mur, simplement dans un nuage, vous la projetez sur une plaque photographique, alors ce fantasme-là qui est maintenant dans votre cerveau, parce que vous allez voir détruire le premier graphique que vous avez dessiné, vous la projetez sur ça, elle va se reproduire, elle va affecter le nitrate d'argent qui est sur le verre photographique. Et puis elle va mobiliser les cellules, les particules de nitrate d'argent, à tel point que ce film-là, je vais pouvoir le prendre et en imprimer d'autres. Alors, partant d'une image physique et l'ayant converti en une image psychique ou mentale, vous l'avez reproduit de la matière encore. Vous avez passé tout par le cheminement. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'esprit et la matière, entre le subtil et le grossier. Les seules lignes de démarcation sont les cheminements à travers lesquels une pensée peut passer pour devenir une actualité. Tout ce qui existe dans l'univers est le résultat d'une pensée. Après ça, cette pensée-là a passé par le mode d'un dessin, d'un graphique, ensuite ça d'une maquette, quelque chose comme ça, ou d'un écrit, mais ça a commencé par une pensée très subtile. Et le but de cette démonstration-là, que tout le monde pourra faire facilement chez soi, en prenant du papier blanc et une ampoule assez forte pour impressionner votre iris. Et là, vous direz, là, ce qui est possible de faire sur le papier, je peux le faire avec d'autres choses de plus sérieux que ça. Faire des images mentales en me basant rien que sur des souvenances que j'ai quelque chose en existence, mais que je désire. Alors vous créez une série d'images mentales, imaginaires, d'une chambre bien meublée, telle que vous la désirez. Et quand vous la verrez actuellement dans votre cerveau, à force d'intensité de pensée, de concentration, vous pourrez la projeter, soit sur le mur, ou bien la projeter dans l'espace ambiant, et elle se réalisera. Elle se réalisera. Parce que l'espace est psychographique. L'éther est dynamique et magnétique aussi. Et tout ce que l'on projette mentalement, soit avec l'aide d'un dessin préexistant, ou bien sans aide d'un dessin, on peut le faire. Un artiste n'a pas besoin de copier une autre image. Il la conçoit son image. Et l'ayant construit, il le dessine sur sa toile.
mais son première image était sa conception, son idée qu'il avait de la chose. Il a donc passé par une image, puis il l'a dessinée. Ensuite, ça peut être une sculpture, tout aussi bien. C'est toujours la même chose. Alors, on peut visualiser ou précipiter des choses matérielles en procédant de la même façon. En créer des images mentales ou une série d'images mentales ayant trait à une condition désirable, une situation, aussi bien sociale que matérielle, et la faire se réaliser dans notre ambiance, dans notre environnement, ultimement. Ça, c'est le processus de création, le processus de visualisation, le processus de précipitation. Accélérer l'avènement d'une situation qui est désirable dans notre vie. Ça consiste à bien visualiser, bien voir. C'est le même processus que projeter des images mentales sur un écran ou des images pelliculaires sur un écran. Le même processus. Et l'éther ambiant a la même fonction que l'espace dans le théâtre, qui véhicule les dessins d'images pelliculaires ou du diapositive sur l'écran. Et ce que vous projetez va se réaliser, parce que vous la projetez dans un espace spirituel, qui va se réaliser tôt ou tard, selon l'importance du schéma que vous dessinez. Et ça, c'est le processus de visualisation, de précipitation. Agencer votre vie de manière à soit exactement en accord avec ce que vous désirez, les conditions que vous désirez. Et l'exercice que je vous donnais de préciser des dessins, faire des dessins comme ça, il faut faire réaliser que c'est possible de reproduire une image mentale, après que j'ai détruit du premier dessin, puis la reproduire ensuite de ça sur un pellicule, sur un papier photographique. Ça peut se faire sur un papier photographique, ça peut se faire dans de la matière ambiante aussi. Tout est vibration, et quand cette image mentale-là a été conçue, elle vibre. Et la vibration qu'elle produit, elle agit aussi bien dans la matière qu'elle va agir sur la plaque photographique. Ça a commencé au Japon, ça. Puis au Japon, on a fait des choses étonnantes. J'ai tiré mon attention tout à l'heure sur le type aux États-Unis qui tenait des images mentales sur son front, hein, des images pelliculaires sur son front, puis les projetait. Comment il procédait? Lui, il faisait venir les journalistes. Oui. Les journalistes mettaient leur caméra devant sa tête. Ah ben oui, il y avait une image mentale dans sa tête. Oui. Mais dans le fond, c'était pas lui qui projetait l'image. Parce que les images qu'il développait par après sur les pellicules, c'était des images que tu retrouvais dans 3 mois ou 6 mois plus tard dans des journaux. Non, ça me dépasse. Exactement. Ça me dépasse un peu. Moi, j'avais vu une fois une photo, c'était un building qui était en train de s'écrouler. Ah ben là, il y a un phénomène d'anticipation un peu de voyage dans l'espace. Exactement. Oui. Très bien. Lui, il projette ça, le photographe capte ça, et après, il pour le vrai qu'un building s'écroule, dans les journaux, tu vois cette photo-là, regardons ça, lui, il l'avait projeté il y a des jours. Ça, c'est possible, on en entend parler, moi, j'en ai pas fait l'expérience. Mais j'ai fait l'expérience, par exemple, d'une image quelconque maintenue sur le front. Alors, cette image-là peut se projeter sur un écran. Ça peut se projeter sur un écran. Soit on fait ça à Jacksonville, en Floride, en 1926, pendant plusieurs soirs de suite. Parce que le cerveau a la propriété de faire des images. Le cerveau, ce n'est pas l'esprit, mais il est activé par l'esprit. Alors, la projection mentale, ou la précipitation, ou la visualisation, c'est réel. Il y a véritablement de la matière en mouvement. Cette matière en mouvement agence l'esprit, ou l'esprit omnilatent, c'est l'espace. C'est un exercice occulte absolument extraordinaire qu'on peut appliquer même à notre mémoire cellulaire. De réincarnation à réincarnation. Absolument, oui. Si vous avez fait cet exercice que vous dites là, on va dire avec le sphinx, quand vous étiez égyptien dans le temps. Oui. Là, vous revenez, vous voyez moi, je n'ai pas de faculté extra-normale ou paranormale, si tu veux. Mais j'ai beaucoup observé, puis j'ai beaucoup expérimenté dans un certain domaine. Ce que j'ai expérimenté, je le sais. Le reste, j'en ai entendu parler, puis j'en ai eu des résultats. Mais ce que j'ai éprouvé moi-même, c'est faire des images mentales, les projeter sur du papier ou sur un film, puis les reproduire. Ces images mentales-là venaient d'une chose que j'avais contemplée. Je pouvais prendre un morceau de papier puis écrire « God bless you hein? »,« Dieu vous bénisse » sur ça. Alors, il y avait un tas de lettres. Là. Je regardais ça jusqu'à ce que moi-même soit ébloui. Bon, ensuite de ça, je le projetais sur mon film. Et quand je développais le film, toutes les reproductions de film, c'était « God bless you ». Bon, c'est comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler soi-même. Si au lieu de mettre ça, je marquais par exemple, moi je faisais à Ottawa, Station, j'appelais ça Station. Station LOV, Love, Calling. Alors je lisais ça. Je l'écrivais d'abord, je lisais ça. Puis je le projetais d'Ottawa à Montréal.
Il y avait 12 auditeurs, 12 spectateurs à Montréal, des gens qui étaient visualisateurs. Je dis à minuit, je projette un message. C'est ça, Station LOV Calling, appel de station là. Très bien. Ensuite, je m'appelle God bless you. Hein? C'est-à-dire, yes, my darling, ou bien, pas trop, n'importe quoi. Puis, elle m'appelait, qu'est-ce que c'est ça? Station LOV, je parle d'amour aussi. Hein? Alors, on projetait ça à minuit 2 minutes, je faisais une autre image. À minuit 4 minutes, je faisais une autre image, puis après l'avoir faite, je faisais ce geste-là. Puis je me suis léger, puis j'en faisais un autre. Alors, sur 20 ou 30, il y en avait 7 ou 8 qui prenaient peut-être 50% du même message. On a fait ça pendant plus d'un mois. Projeter des images mentales, d'abord bien les visualiser, ensuite ça les projeter en exhalant toute votre énergie. Puis les personnes qui étaient à l'écoute, nos montres ayant été synchronisées ou en attente, voyaient ça soit sur le mur ou bien dans leur champ visuel. Ça a été fait en 1946, oui, 46 à la fin d'ailleurs. Alors, 30 ou 40 participants, ils ont un peu le corps, et presque tous ont réussi. Les uns qui ont réussi 100%, dans chacun des cas, des gens très sensibles. Alors, après avoir imbué de l'image mentale, c'est un message écrit, ou bien une image quelconque, alors je le projetais comme ça en exhalant toute mon énergie. Puis je me suis léger pour attendre une couple de minutes pour en faire une autre comme ça. Et vers minuit et demi, 1 heure, on m'appelait, on me disait, voici la liste des projections que j'ai suivies. Il y en a plusieurs qui prenaient 100% toutes ces choses-là. Alors, c'est simplement véhiculer l'énergie mentale à l'aide de certains fantasmes, des fantasmes écrits. Alors, ça revient à dire que cette énergie mentale a la propriété de créer, de mettre l'espace en mouvement, l'éther en mouvement. Quand l'éther a été mis en mouvement, a été ébranlé, la matière elle-même s'agrège autour de ça et produit des résultats. Et des résultats qu'on pourra appeler miraculeux. J'ai projeté une image mentale d'une chose qui n'existait pas. Très bien, voici que je viens de la voir. Hein? Alors, ça c'est la méthode de projeter, de pratiquer ou de visualiser. Tout le monde peut le faire. Il faut pratiquer beaucoup. Ceux qui ont une mémoire visuelle peuvent le faire facilement. Ceux qui ont une mémoire auditive peuvent projeter des situations pour consulter en des conversations amicales avec des gens qui n'étaient pas des amis, moi, avec lesquels je n'étais pas en bon terme. Alors, ce bonhomme-là, c'est pratiquement mon ennemi, on est toujours en baiser l'un contre l'autre. Alors, vous entretenez une conversation imaginaire avec ce bonhomme-là, et il y a beaucoup d'amitié qui se manifeste. Alors, dans très peu de temps, vous verrez ce soi-disant ennemi qui vient, qui s'approche de vous, qui sollicite votre bonne volonté. Alors, ça opère sur le plan visuel, aussi bien sur le plan auditif. Si vous êtes plus capable de former des phrases, de la conversation, que de faire des images, alors pratiquez l'audition mentale. En parlant à haute voix? Pas nécessairement. Vous parlez intérieurement. Par exemple, si vous pensez avec beaucoup d'énergie et beaucoup de vigueur, puis vous verbalisez vos pensées en ma direction, ben, je vais les percevoir. Mais il faut que vous parliez intérieurement. Pas nécessaire que vous fassiez du bruit. Vous parlez, vous dites, Alex, ce que tu dis là, c'est pas mal farfelu. Attends une minute, je vois, là, bientôt, ça va. Bon, alors, mais si tu dis avec vigueur, je veux dire. Hein? Je veux dire, t'es capoté, Alex. OK. Non, mais si tu verbalises tes pensées, puis tu mets d'énergie, ben, fatalement, moi, je suis auditif, je vais percevoir ça. Un autre, exemple, qui sont plutôt artistes, sont plutôt visuels, ben, il verra ton visage, hein? Il verra ton sourire dans quoi. Hein? Alors, moi, j'ai la faculté auditive plutôt. Hein? Bon. Alors, j'entends les gens penser, s'ils pensent toujours avec vigueur et avec précision. Puis s'ils verbalisent leurs pensées, s'ils parlent intérieurement, pas nécessaire de faire de bruit. Alors, si je suis naturellement dans le silence moi-même, hein, alors là, je dis, oh, c'est ça de moi, ce gars-là. On peut tenter pour lui. Bon, alors c'est ça. Moi, j'ai la faculté auditive, un autre aura la faculté visuelle. Mais que ce soit l'une ou l'autre, on peut s'en servir pour créer des conditions dans notre vie, des conditions sociales plus désirables, ou bien des conditions matérielles, puis en accord avec ce que l'on désire. Il s'agit de visualiser, faire des images mentales, ou des conversations mentales, des situations sociales, mentales, qui visent à plus d'harmonie dans notre vie. Avec notre conjoint, ou c'est quoi ce que ça voudra. Ouais. Alors... Exactement, mais si on prend tout ce que vous venez de dire là, oui. Et qu'on travaille avec la lumière présentement, oui. À structurer, on va dire, comme l'âge d'or, oui. Ou la quête du Graal, oui.
évidemment, cela va se réaliser dans le futur. Oh oui, Et quand on va être dans le futur et qu'on va voir la réalité, de ce que l'on a projeté. on va savoir que c'est nous qui avons participé à cette réalité-là Oui. dans le passé. Justement, voyez-vous, l'Amérique, c'est le berceau de nouvelles races, n'est-ce pas? Hein? Bon, alors, c'est des êtres réincarnés, des races préexistantes, que ce soit les races lémuriennes, la race atlante. Alors, ces gens-là se souviennent de leur vie antécédente. Et les découvertes qu'ils font, et les accomplissements qu'ils font, c'est ni plus ni moins la répétition de ce qu'ils ont initié dans le passé. C'est ça qui arrive aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Hein? Alors, la nouvelle technologie qui se développe, c'est quelque chose de passé. On en a des beaux exemples dans ça, dans la cosmologie du rancien, des choses comme ça. Alors, toutes les découvertes qui se font, c'est des découvertes qui sont retrouvées de nouveau, qui existaient en Lémurie et en Atlantide autrefois. Alors, on se souviendra de ça, on dira, oui, j'ai contribué à cet état de choses-là, par ma visualisation. Et la race humaine, tout entière, n'est que la répétition des races qui nous ont préexisté. Alors, si on se souvient du Graal, on va savoir reconnaître le Graal. Oh oui, on va le reconnaître. Parce que le Graal, c'est la planète tout entière. C'est quoi le Graal? C'est le Gardal, les anciens l'appelaient le Gardal. D'abord, je voudrais faire tout à tous à le Canada. Ceux qui ont eu le privilège de lire le deuxième volume des Demeures philosophales, vous regardez dans l'index à la fin, au mot Graal, vous allez voir que le Canada est très précis. Après avoir décrit ce que c'était le Graal, la source de vie, il dit « Honi soit tu mal y penses ». Pas ça? Alors, je te laisse même de découvrir ça, toi, Gérard. Sacré Alex. Ça nous amène à un point que j'ai trouvé très important dans le cours. Inclure la fraternité spirituelle dans nos plans. Dans nos plans. Dans Oui, nos tous nos projections. plans, oui. Donc, dans nos projections. Dans toutes nos projections, oui, pas penser rien pour Et soi. qui seront renforcés par les maîtres qui nous aideront à être plus grands et plus vastes. Oui, justement. Prier pour vous-même, ben, c'est mesquin, hein? Parce que travailler pour vous-même, c'est mesquin aussi. Mais si vous travaillez pour toute une collectivité, je dis, moi, j'ai besoin de 700 pièces par semaine. Mais comme il y a plusieurs de mes voisins qui sont en souffrance, il faut que j'en fasse 1000 par semaine. Alors, j'avoir l'occasion d'en faire 1000, puis tout va contribuer à votre agrandissement. Oui. Prier pour tous, alors, c'est du bonheur pour vous. Prier pour tous, ça c'est un. Mais prier avec tous. Ah, ben, on n'a qu'à faire de coïncidence, de fraternelle. On a un tas de fraternité dans le monde, j'en ai fait totalement conscient. Je savais que ce sont des groupes qui sont homogènes, et ensuite ça qui sont bien intégrés. Alors il n'y a plus d'énergie libérée par un groupe que par un individu. Exactement. Ouais, Si vous faites une revendication et que vous êtes seul, on vous traite comme tel. Si Oui. vous arrivez avec 3 millions de signatures, Justement. on vous traite plus comme tel. Non, non, c'est différent. Parce que toute la race est partie. Exactement. Oui, c'est la collectivité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir dans toute cette collectivité et D'abord, travailler avec tous ces... Oui, ben c'est d'inclure dans toutes nos c'est pensées, instructeur. dans notre conscience, toute la race humaine tout entière. Nous ne sommes pas une agrégation d'individus, nous sommes un tout. L'homme, c'est un tout, hein, composé de différents individus. Pareil comme le corps humain, c'était des billions de cellules, mais ça forme un corps unique. Hein. Alors la race humaine, c'est un tout. Et si on pense toujours en réalisant qu'on fait partie d'un tout, alors instinctivement, on se lie à toute la race. On fait partie de l'homme universel. C'est un tout seul. Oui, oui. Un tout, parce qu'il n'y a rien d'autre chose en dehors du tout. Ouais. Si j'avais un tout, il n'y a rien d'autre chose qui existe. Non, c'est la totalité. Donc on n'est jamais seul, mais on est Non. toujours seul. Oui. On est seul parce que on avait un texte que l'on a fait circuler pas mal. Des hauts sourires, le fait Dieu seul en revienne tout l'honneur et la gloire. Mais le monde tout entier, il participe. Le monde tout entier participe. Alors, la race humaine, c'est un tout qui apporte du tout, du grand tout. Hein? Alors, il n'y a pas de division entre le grand tout, l'unique, l'absolu, et la race humaine tout entière. Alors, penser individuellement, rien que pour soi, c'est s'isoler. Hein? Tout se séparer, c'est pratiquer séparatisme. C'est notre histoire. Je suis dans l'environnement qui est dans toutes les autres activités. Alors, on s'unifie avec toute la race et on pense en faveur de toute la race. Pour l'humanité. Oui, eux sont vraiment altruistes. Hein? Ils n'ont pas d'ego, ils n'ont plus d'ego. Leur ego, c'est la race humaine tout entière.
Alors, ces gens-là ont compris qu'ils n'étaient pas des individus indivisibles ou divisibles ou isolables. Ils ont toujours pensé en fonction du grand tout, en fonction de toute l'espèce. Les grands avatars, prenant le maître latarien, a agi pour toute la race humaine. Hein? Toute la race, pas rien pour la race juive, les enfants, pour toute la race. Voilà. Alors, tous les grands avatars ont pensé en fonction du grand tout, c'est-à-dire la race, une unité, une fraternité universelle. C'est ça que l'on vise. Et l'enseignement théosophique vise à ça, exactement. Présentement, ces grands instructeurs travaillent. Oh, ils travaillent incessamment. Ils travaillent incessamment. Ils sont de plus en plus efficaces. On en est de plus en plus conscients à mesure que l'on se soucie des mouvements touristiques qui existent à travers le monde. Alors, ils sont très actifs, plus actifs que l'État durant leur vivant, durant leur occupation terrestre. Ils sont très actifs. Ils nous entourent, nous surveillent, ils nous protègent et nous stimulent à agir comme eux et à devenir comme eux. Ce sont des phares de l'humanité. Oui, des forts, oui, des forts, oui, parce qu'ils sont des aides de lumière, alors ils illuminent tout à leur environnement. Ouais. Oh, les grands illuminés. Comment que vous rentrez en contact avec eux? D'abord en s'ouvrant, en étant soi-même lumineux. Un fort est conscient de l'autre, n'est-ce pas? Hein? Oui, la lumière attire la lumière. Oui. Alors, les êtres de lumière nous émettent leur propre lumière, et surtout s'ils voient qu'il y a un petit lumignon, ben, une petite chandelle quelque part que lui, ben, ils cherchent à se l'intégrer pour que ça fasse partie d'une plus grande conscience cosmique. Le but de la civilisation, de l'évolution, c'est d'atteindre la conscience cosmique, la conscience solaire. Bon. Alors l'humanité, quand l'humanité tout entière aura atteint l'état christique, alors il n'y aura plus de ténèbres nulle part, ni dans les mentalités individuelles, ni à la surface du globe. Mieux vaut une chandelle que rien du tout. Oui, oui, oui. Absolument. Ouais. Mais cette chandelle-là a la propriété de se magnifier, elle peut mettre une conflagration. Est-ce qu'Adam et Ève seraient les parents de la cinquième race? Si vous prenez Adam et Ève comme deux individus, un homme et une femme, je dirais, c'est un peu ardu de faire ce propos-là. Mais on parle d'Adam et Ève comme de la race adamique. Avant cette race adamique, qu'on appelle communément l'homo sapiens, ou l'homme pensant, ou l'homme cogitant, il y avait des races préexistantes, hein, qui étaient en dehors du paradis des choses. Alors, les Elohim, les êtres supérieurs, venant d'ailleurs, les Vénusiens, ont décidé de coloniser la Terre, de l'hominiser, de mettre des êtres supérieurs et de les accoupler avec des femelles inférieures. Ils ont fait une race. Alors, cette race-là est la souche de toute la race humaine, présentement. Et elle aurait commencé en Lémurie, environ 68 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, il y a 70 000 ans. Alors, de ça, il y a eu des exodes, des migrations qui sont faites dans toute la planète, mais à partir de ce moment-là, c'était le commencement, le début de la race actuelle, de la race de l'Homo sapiens. De l'évolution. L'évolution, oui. Terrestre. L'évolution terrestre, l'évolution de la planète, oui. Parce qu'avant ça, elle avait été occupée, pareil comme bien d'autres ont été occupées par des espèces inférieures. Elles ont été détruites périodiquement. Mais l'évolution terrestre a été pénétrée par l'involution cosmique. Tout ce qui évolue doit d'abord évoluer. On va prendre une pomme, ben, ça a commencé par un cocktail de pomme, n'est-ce pas? Une pomme connaissait tout ce pommier en puissance, en soi. Et que ce soit une noix, n'importe quoi. Alors, en partant d'un début bien humble, est venue toute une race. Et la race humaine, qui est quelques milliards aujourd'hui, ou billiards qu'on pourrait dire, a commencé par ces extraterrestres et qui sont venus faire une hybridation avec les êtres supérieurs et les femelles inférieures. Et c'est là que la race humaine a commencé. Par la Mésopotamie, on a des résultats à partir de la Mésopotamie, très probants, écrits, alors qu'en Lémurie, on a des documents qu'on trouve dernièrement, qui nous remontent à cette période-là, 68 000 ans, avant les 70 000 ans. C'est historiquement prouvé maintenant. Comment Adam et Ève ont perdu leur état d'androgénité? Voici, je mentionnais qu'ils étaient à l'état d'adolescence, puis ils avaient été mis sous la protection d'un jardin expérimental qu'on appelait l'Éden, n'est-ce pas? Et avant de devenir adultes, ils devaient faire preuve de stabilité. Et ils étaient protégés. On leur avait interdit de se comporter comme les autres espèces inférieures, les Cro-Magnons, les Néandertals, etc. Les quadrupèdes, les bipèdes hominiens. Alors, ils ont suivi l'exemple des races environnantes et ils ont
essayer, ni plus ni moins, avoir accès à des plans supérieurs de vie. Ils étaient trop jeunes. Alors, ils ont brûlé leur arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce courant nerveux qui est maintenant divisant de cérébrospinal et grand sympathique. Alors, en faisant une force qui n'était pas capable de supporter l'influx, ils ont brisé leur système nerveux. Ils sont obligés de le reconstruire maintenant. Reich en parle, qui a fait cette force-là, c'est l'organe. C'est l'énergie de l'homme universel. Alors, l'organe, il ne fallait pas y avoir accès parce que l'homme n'était pas capable d'en subir l'impact de ça. Alors, c'était leur imprudence de s'être prévalu d'une force dont ils n'étaient pas capables de subir le choc. Alors, le choc a brûlé leur, comme on dit vulgairement, ils ont brûlé leur fuse. Ah. Alors, depuis ce temps-là, ils doivent reconstruire leur organisme qui a été brisé par du coccyx jusqu'au sternum. Parce que l'épine dorsale n'était pas ni dorsale ni abdominale, elle était totale. Elle remontait jusqu'ici. Et là, l'homme pouvait créer par son verbe. Hein. Il peut créer par son verbe. Parce que le verbe créateur était levé ici, au larynx, n'est-ce pas? Au larynx, ça serait connu maintenant. Hein. Alors, ils ont brisé leur arbre de vie, ils ont obligé de le construire. Là. Il y avoir des vertèbres, il paraît qu'il y en reste encore une coupe ici, hein, dans le sternum, et aller jusqu'au coccyx en bas. Il faut qu'ils reconstruisent ça de génération en génération. Mais ça, vous rejoignez ce qu'on a dit au tout début, que présentement les enfants naissent comme on connaît comment ils naissent, oui. Et que dans le futur, les enfants naîtront que par le verbe, comme par le passé. Exactement, oui, par le verbe, mais tout à l'heure, il y avait un équivoque. On y avait un équivoque. Le verbe, c'est vocal, hein, maintenant, la suscitabilité, ce n'est pas nécessairement par le verbe, hein, c'est par l'émanation de soi. Le verbe, c'est un mouvement vibratoire, n'est-ce pas? Alors, l'influx du Saint-Esprit, c'est une vibration. C'est une vibration. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit, c'est par le verbe. Alors, elle a bien dit, nos lignes étant gérées, approche-toi pas de moi, c'est pas nécessaire. Mon verbe, c'est suffit. Alors, la naissance ou la vie n'est pas nécessairement une procréation, c'est simplement une suscitabilité. L'émanation de la vie, c'est par le souffle. Comme l'homme est venu vivant quand le Créateur a soufflé dans ses narines. Alors, la vie, que ce soit individuelle ou au début de la création, c'est toujours comme ça, toujours par le verbe, toujours par le souffle. La vie, c'est le souffle. C'est le souffle. C'est le souffle de vie. Et c'est le souffle de vie qui génère, qui régénère. Qui génère d'abord et qui régénère. Exactement. Oui. Non pas qui procrée. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que respirer, c'est laisser Dieu circuler en nous, c'est permettre à Dieu de circuler en nous. D'abord, on n'a pas de foi. Il vient juste respirer, qui pénètre en nous. Alors quand on respire, on le laisse pénétrer en nous. C'est la vie qui pénètre en nous. La vie, c'est Dieu. C'est pas nous qui respirons, c'est lui qui respire à travers nous. C'est la vie qui respire à travers nous. Depuis le moment, la première inception du souffle dans une narine là-dedans, ou dans la tête de notre souffle. Alors, le souffle vient d'ailleurs. Ce n'est pas nous qui produisons le souffle. Ce n'est pas l'ampoule qui produit l'électricité. Ce n'est pas l'homme qui produit son souffle. Nous qui l'alimente. Il n'a qu'à le recevoir, l'accueillir et l'entretenir. Alors, le souffle, c'est la circulation de Dieu en nous. Alors, il ne faut pas refuser. Mais ce que vous dites, c'est juste pour la majorité du monde. Mais c'est des gens qui ont sorti de cette majorité-là. C'est si on dit que tous les hommes respirent, moi je suis un homme, il faut que je respire. C'est juste. J'ai pas de choix. Ben, j'ai pas le choix, mais il y a des gens qui ont dit tout le monde respire, puis moi je suis un homme, mais je respire plus. Puis il continue à fonctionner pareil. Ça se passe bien. Et il ne pourra pas penser, ne pas jeter. Comme certains fakirs, on va dire, ou certains. Ah oui, mais il reste pas. Il y a une surrespiration cutanée. Oui, mais qui sont enfermés dans des cercueils, qui restent. Oui, mais c'est qu'il y a une respiration cutanée. Dans la première expérience d'extériorisation, vous réalisez que quand le souffle cesse par le poumon, c'est par la peau que vous respirez. Hein? Oui. Ben oui, c'est une respiration cutanée. Surtout dans les cas d'anesthésie, par exemple. Moi, c'était ma première, je dirais pas initiation, mais la première chose qui m'a ouvert les oreilles à l'intérieur. On m'avait fait respirer du chloroforme, hein? Alors j'ai étouffé, ni plus ni moins, et quand en étouffant comme ça, j'ai commencé à respirer par la peau, puis je monte au plafond. Hein? Alors je respirais plus par les poumons, mais j'ai respiré par la peau. Parce que la peau est un organe respiratoire, il n'y a pas d'erreur. Hein? Les pores de la peau sont tous des voies d'accès à l'air.
Ce sont des portes, les pores de la peau sont des portes qui sont fermées à tout le monde. Parce qu'on les a toujours vues fermées. Mais bon, on croit qu'elles sont fermées, mais magnifiez la main, puis vous allez voir qu'il y a des trous, c'est pareil comme un écran, pareil comme un vidéo. Mais t'as des gens qui viennent et qui font des phares de l'humanité et qui disent qu'il y a d'autres choses qui existent qu'on a toujours connues. Oui, effectivement. Et ça crée un genre de pollution en apparence, mais ça stimule tout le monde à évoluer. Oui. D'abord, notre évolution n'est pas nécessairement basée sur notre propre expérience. On peut se fier sur l'expérience des autres. Si on avait notre propre expérience, ça serait bien restreint. Mais si on fait foi à ceux qui nous ont possédés, c'est-à-dire des luminaires, des forts, de connaissances et de sagesse, on peut se fier sur eux autres. Bon. Et ça prend beaucoup de discernement. Ça demande du discernement, c'est la première chose. Parce que quelqu'un est passé tout le monde. Oui, discernement, il faut avoir foi. Il faut avoir foi en la vie. Parce que la vie est bienfaisante, d'abord. Hein. Même la vie supérieure, la vie des plans supérieurs est bienfaisante. Il y a des influences nocives, d'accord, hein, pour savoir faire la distinction entre les esprits. Mais en général, la vie est bienfaisante, bienveillante. Et il faut se fier. Si on s'y voue on s'y ouvre totalement, ben on ne peut pas faire autrement que de recevoir la bienfaisance vivante. Sa nature et l'amour, la bienfaisance. L'Atlantide et la Lémurie sont-ils pré-adamiques? Oui, oh oui. On ne peut pas, le géologiste et les anthropologistes, on ne peut pas être capable de déterminer l'âge de ces continents-là. On connaît la période de leur ensevelissement, de leur enlistissement. La Lémurie, c'est très précis, puis l'Atlantide aussi, c'est précis. On sait qu'elle s'est affégée de 3 fois. L'Aïtor était au côté d'or. On ne sait pas à quelle période, tous les 2100 ans, il y a un ensevelissement comme ça. Mais depuis quand existe-t-il? On ne peut pas dire ça. Je ne crois pas qu'aucun document nous donne la date de ces continents-là, la date l'éveil de ces continents-là. On connaît la date de leur ensevelissement. Mais ça change quoi dans notre mode de vie, notre affaire, notre vision de ce qui est fut avant nous et notre prévision de ce qui viendra après nous. Sachant d'où l'on vient, on pourra plus facilement déterminer où l'on va. On vient de loin, on s'en va loin. Mais si on se dirige toujours vers le soleil, on sera toujours sur la bonne voie. Parce que ce sont des connaissances qui doivent servir. Oh, définitivement. Ah oui, les grandes universités mondiales, les universités scolastiques, si on veut parler, les écoles d'initiation, disons, ainsi que les religions, les plus grandes religions, ont toujours préconisé que c'était la chose la plus importante de savoir ce qui est véritablement en permanence, alors que les autres choses sont transitoires. La connaissance vient, s'en va, elle disparaît. Mais cette connaissance-là, qui est la tradition, depuis le moins, a toujours existé, elle existera toujours, parce que ce sont les lois de l'univers qui sont invariables et immuables. Alors, nos écoles d'initiation, et spécialement l'école théosophique, qui est la plus puissante de toutes, la plus sapiente de toutes, traitent des grandes lois de l'univers. Et là, le monde commence à y avoir accès. Quel est l'effet du retard dans un cheminement personnel? On appelle ça atermoyer. C'est un mot qui est juste véritablement dans le dictionnaire. Atermoyer. Atermoyer, oui. Ça, c'est une bonne là. Remettre au lendemain. On pourra faire de ça le lendemain. Afin de bien dormir de ça. Ouais. Ben, quel est l'effet du retard? C'est simplement, c'est fini sur place, au lieu de progresser, ou tourner en rond. Ouais. Je m'en vais quelque part, je m'arrête le long du champ, il y a des fleurs, des fruits, mais plus je vais aller plus vite, ben, je vais directement devant moi. Alors, quand on va quelque part, on y va sans l'arrêt. On y va plus vite. On atteint notre but plus rapidement. C'est le but de l'évolution, de l'initiation, d'accélérer notre cheminement. Il y en a qui vont prendre des vies, d'autres vont faire dans une seule vie. Alors, si on peut atteindre notre but dans une seule vie, ben, c'est préférable que d'attendre plusieurs vies. Ça revient à ce qu'on disait tantôt pour la respiration. Oui. Tout le monde dit qu'il faut que ça prenne des millions d'années pour se rendre avec la souffrance et la douleur, etc., pour se rendre à tel point dans l'évolution humaine. Oui, mais si on n'a pas l'aide d'en haut, si on n'a pas l'aide de la tradition de l'initiation. L'initiation, c'est le début, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le but, hein? C'est simplement les initiés, un initié veut dire celui qu'on a mis sur la voie. Sur le sentier, oui. Mais il faut qu'il poursuive tout son sentier. Ce n'est pas le bout. Ce n'est pas le bout, c'est le début. Ce n'est pas le but, ça. Ouais.
Alors, l'initiation, c'est le début du cheminement. C'est le premier pas à faire, mais c'est ça. Alors, quand on fait un premier pas, ben, on peut bien s'occuper par en arrière, pour continuer. Alors, l'initiation nous fait réaliser que le soleil est devant nous. Et on oublie ce qu'il y a derrière, les ténèbres dans l'arrière. Si c'est l'initiation solaire. Oh, solaire, c'est ça, oui, c'est solaire. Mais on est beaucoup plus influencé par l'initiation lunaire. Ben oui, la Lune, c'est l'émotivité, n'est-ce pas, la sentimentalité. La Lune a offert un mode de matière qui n'est pas encore solidifié, plus délicat, qui est dans l'univers, hein, dans la vie organique ou inorganique. Alors, son influencé par que ce soit les marées, que ce soit la sève dans les arbres, que ce soit l'élan vital chez nous. Alors, c'est la Lune qui est responsable de toute cette matière-là qui n'est pas encore solidifiée, qui n'est pas encore solidifiée. Alors, l'initiation lunaire, c'est simplement un premier pas, mais on reste toujours sur le même palier. Quand le soleil entre en jeu, alors la nature se solidifie et se solidifie. Et le corps de diamant, le corps de lumière, le corps solaire existe. C'est la première porte du temps. C'est la première porte du temps, justement, la porte centrale. On dit que c'est la porte de la magie, d'autres disent que c'est la porte de l'astrologie. D'autres disent que c'est la porte de la sexualité. Oui, mais la sexualité, oui, on a été sectionnés, hein. On n'a pas demandé ça, mais notre action, c'est ça se prend dans deux. Bon, très bien. Bon, alors là, il faut se rebâtir. Avant ça, il n'y avait pas de sexe. Le sexe, c'est une division, mais quand une chose est complète, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de sectionnement non plus. Alors la sexualité, c'est simplement la division de nous-mêmes, des deux aspects de notre nature, le positif et le négatif, les deux pôles sont indispensables à une force complète. Alors, l'androgénité consiste à rétablir l'harmonie, la totalité de notre être. C'est avoir l'élément positif aussi bien que l'élément actif, passif. Alors, ces deux forces-là forment un tout éternel, indivisible. Alors, si vous êtes sexualisé, vous sectionnez, vous êtes déjà divisé, hein, divisé contre vous-même. Parce qu'il y a une partie, vous êtes toujours recherché. Des fois, l'autre, pas toujours. Voilà, autre chose. Mais exactement, ça prenait quand même une division pour que le mot sexe puisse se lire dans les deux sens. Si vous avez un sexe, ça se lit dans un sens, mais si vous avez deux sexes avec donc ça devient avec deux S. Comment tu veux organiser ça? Comment tu veux faire ça? On fait graphique. Hein? C'est comme ça que tu fais ça? Donc S-E-X. Oui, 20 X. Non. Oui, S-E-X. Oui. E. Hein? Bon, ça c'est un sexe. Oui. Et si vous avez deux sexes, que vous le disiez de droite à gauche ou de gauche à droite, ça revient même. C'est bien raison, mon frère. T'as bien raison, c'est toute beauté de voir ça. Alors, vive. On va projeter ça. Avec votre système de tantôt. Regardez. Donc, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y en a pas parmi vous qui voudraient tenter cet exercice-là de projeter des images que vous aurez tracées sur du papier, assez pour les voir sur le mur, après vous êtes fermé les yeux pour faire ce renversement. Si vous réussissez à faire ça, vous faites un morceau de papier, vous écrivez texte dessus par exemple. Bon, puis vous regardez ça, vous voyez votre texte sur le mur là. Bon, alors le nôtre ou l'autre? C'est plus intéressant à l'autre. Bon, alors, ce soit n'importe quoi. C'est un fantasme, on peut faire un fantasme, une couleur ou un dessin quelconque. Mais ce fantasme-là devient une réalité dans votre cerveau. Et tellement réel que vous pouvez, après ça, le projeter sur le mur, vous projeter sur une plaque photographique, ou bien vous le projeter dans de la matière. Vous pouvez le projeter à travers le sport pour qu'une autre personne à 100 000 puisse le reconnaître, dire, on m'a projeté le mot love. Bien. Alors, on m'appelle love. J'ai lu love sur le mur. C'est pas ça que je t'envoyais, m'appelle. C'est exactement ça que je t'envoyais. Bon. C'était incroyable, à quelle heure j'étais à 2h10. Ah, j'y pensais à ça. Ça m'en rendait pas mal. Alors, il s'établit un contact comme ça, qu'on peut faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas de projeter des contacts, c'est de faire en sorte que l'on puisse réaliser qu'entre notre esprit et la matière, il n'y a pas de ligne de démarcation. Si on peut créer des images mentales au point d'être capable de les manipuler, telles que les photographier puis les reproduire,
on est capable de les photographier dans l'éther et les faire se réaliser actuellement dans notre vie. Dans notre vie. Et des conditions que l'on désire et que l'on les rassemble en étant judicieux. C'est-à-dire des conditions sociales, comme éviter des conversations avec des personnes avec lesquelles on n'est pas en très bon accord, rétablir harmonie. Bon, c'est peut-être enjolivement de notre demeure, n'importe quoi. Tout ce que vous concevrez comme ça, vous pourrez le réaliser. La formule que les anciens nous donnaient, c'était ceci: désir, plus fixité d'attention, plus concentration, plus suggestion, égale réalisation. Puis le maître nazarien nous disait, il disait à ses disciples, quoi que ce soit que vous désiriez, quoi que ce soit, quand vous priez, quand vous concentrez, croyez que vous le recevez, et vous le recevrez, fatalement. Bon. Alors, le mot suggestion équivaut à se croire actuellement en possession de ce que l'on visualise. Si pour un moment on peut dire, ah, je croyais que je l'avais ce que je désirais. Ça, c'est d'y penser, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est pareil comme si vous ouvrez l'obturateur de votre caméra, là le soleil va pénétrer, puis il va l'enregistrer sur votre série. Alors c'est la condition indispensable. Croire, vous croire en possession de ce que vous désirez, quoi que ce soit. Et quand vous aurez fait ça, ça va se réaliser. Parce que vous aurez impressionné l'éther, et l'éther le fera se réaliser. Comme en agriculture, si vous prenez une graine de blé, si vous la mettez dans la terre, vous n'allez pas vous casser la tête pour savoir si ça va pousser ou non. Là, vous la mettez dans l'éther. Dans l'éther. Ça, c'est une autre graine de blé. Une autre graine. L'éther, c'est l'homme de la terre. C'est l'animal mundi, l'homme du monde, hein, comme dit Platon, ben, c'est eux autres. Alors, cette atmosphère-là, cette grande onde, le mot atmosphère veut dire grande onde, atmosphère, il est dynamique, il est magnétique, il est bienfaisant. C'est la source de toute vie. Elle vient du soleil. C'est toute l'énergie solaire qui entoure la Terre et qui rend la Terre viable. Alors, cette atmosphère-là, on puise, on épuise et on se l'approprie pour faire réaliser dans nos vies les conditions que l'on souhaite avoir. Les conditions sociales, les conditions matérielles, enfin, toutes les situations que l'on veut imaginer. Tout ce qui existe dans l'univers a commencé par une pensée bien visualisée, bien entretenue et désirée avec ardeur. Et finalement, après avoir passé par le processus de matérialisation, de manipulation de la matière, ça se réalise. Et si c'est quelque chose de subtil, la matière ambiante, l'atmosphère, crée, les conditions sont favorables. Et ce serait pas rien que vos propres actions qui la feront se réaliser, les actions des autres aussi, feront se converger dans votre vie des choses que vous avez visualisées. Ça demande un exercice, ça demande de l'application. Et quand on a réussi la première tentative, on dit j'avais pensé à ça, il y a une semaine, ça m'arrive comme ça tout d'un coup. De Dieu de grâce, oui, c'est une grâce. Et parce que vous avez initié le mouvement vous-même. Maintenant, l'exercice que je vais recommander, que je vais décrire une couple de fois, consiste à vous habituer à penser avec plus de vigueur, en concentrant votre attention sur le centre linéaire ici. Ça vous aidera à penser avec plus de vigueur, avec plus de clarté ici. Concentrez votre attention sur cet œil ici. Après, vous êtes bien débouché les oreilles. Et en respirant la langue au plafond, afin de respirer de l'énergie bilatérale, l'énergie mâle et femelle. Puis d'un coup, vous dites que je pense en couleur. En couleur. Alors vous dites, non, je pense avec plus de vigueur que j'ai jamais pensé. Je pense comme si je rêvais éveillé. Les idées, les images que vous visualisez, vous les voyez presque. Et quand on voit une chose, on se croit en possession de la chose. On vient beaucoup à la ville, mais si on fait consciemment ce que l'on pense avec vigueur, on le voit, on le voit. Et quand on voit une chose, on y croit. Et là, ça se réalise. Ça se réalise. À notre insu. Alors, notre devoir, c'est de penser des choses bienfaisantes. Pour nous-mêmes, aussi bien pour les autres. Ça, c'est la loi de toute création. On appelle ça la loi de visualisation et de précipitation. Tout le monde le fait, plus ou moins consciemment. Et tout ce qui existe dans l'univers, c'est le résultat de l'application de cette loi-là. La loi de visualiser. Ça nous amène à une phrase qui était dans votre cours. La preuve du progrès réside dans l'absence de malheur et dans des opportunités élargies. Oui, la preuve du progrès. Progresser, c'est aller de l'avant, n'est-ce pas? Si vous allez de l'avant, vous découvrez toujours quelque chose de nouveau. Hein? C'est quelque chose de non perçu préalablement.
Alors, vous progressez en introduisant dans votre vie des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est ça le progrès. Et ça consiste simplement à visualiser, à anticiper quelque chose qui n'existe qu'en puissance, qui n'existe pas encore. Alors, tout ce que l'on désire, il faut d'abord le concevoir, quoi que ce soit. Et ensuite de ça, le percevoir ou l'apercevoir, ensuite de ça, le recevoir. Hein? Donc, c'est ça. Ah, ça c'est progrès, ça c'est progrès. L'Église catholique a-t-elle déjà accepté dans son discours officiel l'idée de la réincarnation? Jusqu'en l'an 400, en 161 quelle année? 340 ans, quand on a fait le concile de Nicée, on a éliminé certaines croyances ou certains dogmes. Mais allé jusqu'au 4e siècle, l'Église croyait puis enseignait la réincarnation. Elle a toujours enseigné la réincarnation. Porphyre, Jean Blé, Protus, tous ces néo-platoniciens ont enseigné la réincarnation. D'ailleurs, c'est une loi universelle. Tout se réincarne dans l'univers. Tout se réincarne. Ouais. Alors, c'est une loi universelle. Jésus, quand il disait que... Oh, il y a eu bien des choses. Vous récupérez ce que vous avez semé. Exactement. C'est la phrase de la oui. Dans une seule phrase, il y a résumé la loi. La loi. Oui, la loi du serment. Hindoue. La loi hindoue, mais oui, justement. Alors, cet enseignement-là est précieux. On le lit rapidement, puis on ne voit pas toutes les profondeurs que ça contient. Mais les actes des apôtres et les 4 évangiles, en réalité, il y en a 27 avant des évangiles. Là, on a mis plusieurs apocryphes qu'on appelle. Mais ils sont précieux, ces évangiles-là. Vous dites qu'il y en avait 27? 27, oui, 27. On en a gardé 4, il y en a plusieurs apocryphes. Il y a 23 apocryphes. Mais ils sont tous précieux. Dernièrement, on a fait circuler un autre évangile, l'évangile de Thomas. Je pense que plusieurs l'ont déjà lu. Il est précieux. Puis il est en concordance avec tous les évangiles canoniques que l'on a. Mais au 3e siècle, quand les fabricants de credo, les manipulateurs de credo, ont éliminé tout ce qui n'était pas en accord avec leur propre dogme, on a perdu plusieurs. Mais à mesure que l'on fouille un peu dans les documents, surtout les documents de Mère Morte, on retrouve des logia ou des dictats, des évangiles, qu'on les appelle, justement, qui ont trait à l'enseignement de Jésus et des apôtres. C'est précieux, ça. Depuis plus de 20 ans qu'on commence à retracer ces vieux évangiles-là, ces anciens évangiles. C'est quand même bizarre parce que dans l'Église, ils ont enlevé tout ce qui était féminin. Oui, alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pu remettre. Oui. Et ce renouveau vient de la Mère Morte, des manuscrits de la Mère Morte. Oui, mais si on veut, c'est la Mère vivante, hein, oui, la Mère vivante. C'est quand même bizarre, hein? Oui, mais les manuscrits de la Mère Morte, dans Qumran, tout ça, puis, ils ont découvert des urnes qui contenaient une richesse incroyable. Il y a infiniment plus de richesse, et bien infiniment plus de richesse d'enfouis dans ces urnes-là que toutes les autres que nous ont laissées. Les actes des apôtres, par exemple, on en a retrouvé encore. Ouais. La Mère Morte n'était pas si morte qu'on pense. Dans le fond, la Mère Morte, c'était celle, c'est la mère merveilleuse. Oui. C'est-à-dire c'est la mère qui veillait. Oui, la mère veilleuse, elle veillait sur nous. Ouais. Oui. On fait de la cabale. Ouais. Oui, puis c'est comme ça. Alors il y a quelques minutes, je crois. Oui. Si vous voulez terminer. Ben voici, je voudrais vous recommander cet exercice qui a l'air un peu farfelu, mais qui est très important. Quand vous avez réalisé que cette image que vous avez faite vous-même, vous pouvez la projeter sur le mur, hein, ou bien la projeter dans votre champ visuel, ou sinon la projeter sur une plaque photographique. Autrefois, on avait des films dans des plaques, dans des corps, hein. On n'en a plus de ça maintenant, ou rien que les photographes professionnels qui en ont ça. Alors, vous allez dire, c'est pas mon image que j'ai dessinée, que j'ai projetée, c'est la réflexion que j'en avais dans le cerveau. Alors, quelque chose de mental, dans le cerveau, c'est mental. Alors, ça fait quelque chose de physique, mon film. Donc, je dis, pourquoi est-ce que je ne projetterai pas mes images mentales dans l'âme universelle, qui elle-même est photogénique? Elle est psychoplastique.